je suis Christian Daval, donc du Consuel. Je remplace Elika puisqu'elle n'est pas disponible malheureusement, et je vais vous parler en matière d'IRVE du certificat à devenir. Donc ce certificat à devenir, il est rattaché au programme à devenir, notamment programme à devenir 3000 copropriétés. Vous m'entendez, c'est bon? J'ai l'image fixe là. On m'entend? Ok. On verra donc ce que c'est que, enfin, en quelques mots, ce que c'est que le programme à devenir. Quelques points techniques du cahier des charges à devenir 3000 copropriétés, parce que c'est de celui-là qu'il s'agit pour ce certificat-là. On viendra sur quelques points de vigilance, et puis je vous parlerai du certificat IRVE à devenir de Consuel, parce qu'il y en a plusieurs. On n'est pas les seuls à le faire. Le programme à devenir, vous pouvez y avoir accès par le lien qui est écrit sur cette diapositive, évidemment, pour plus d'informations, mais il faut juste se rappeler qu'il est en lien avec l'ADEME, bien évidemment, hein, qui est l'agence transition écologique, hein, c'est l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie, et bien sûr, raccroché à l'AVER, que vous connaissez, qui est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Et bien sûr le ministère de la Transition écologique, etc. Le financement des IRVE publics ou privés va se faire par les fonds des C2E, hein, les fameux certificats d'économie d'énergie dont on parle beaucoup ces temps derniers, hein, qui sont pris par les obligés. Il y a plusieurs programmes pour plusieurs bénéficiaires. Nous, dans le cadre de la transition énergétique, le Consuel participe au programme à devenir 3000 copropriétés. Donc ça vise à équiper à l'équipement d'infrastructures collectives de recharge de véhicules électriques pour les 3000 premières copropriétés qui vont constituer des dossiers. Voilà. Les données sont sur le site accessible à tout un chacun. Alors, ce dispositif à devenir, dans les grandes lignes, prend en charge jusqu'à 50% des coûts d'installation d'une infrastructure collective dans une copropriété. Évidemment, pour qu'un dossier soit instruit, traité et qu'il aboutisse, il faut qu'il soit complet, hein, qu'il soit déposé complet pour pouvoir bénéficier des conditions. Alors, ces conditions, c'est pareil, sont accessibles entre autres sur le site, et bien sûr il faut connaître le cahier des charges. Cette aide, elle est cumulable avec les autres primes dans la limite de 80% du coût total de l'installation, tout compris, main d'œuvre comprise. Donc ça veut dire que c'est cumulable avec les aides sur des infrastructures de recharge qui seraient particulières ou partagées, par exemple. Et c'est conditionné, tout ça, bien sûr, au moment où l'aide doit être consentie, après vérification, à au moins l'installation d'une borne, bien sûr. On ne parle pas de prise de recharge, comme le disait Thierry tout à l'heure. Et la qualification, bien sûr, qui vient d'être évoquée dans le détail, hein, qualification, mention, valide de l'installateur en IRVE. On ne peut pas faire un certificat à devenir si on n'est pas qualifié, ou plus exactement, si on n'a pas la mention IRVE. Bien sûr, l'installateur doit également être labellisé, hein, pour le résidentiel collectif auprès de l'AVER. Ce programme 3000 copropriétés, donc pour y adhérer, pour en bénéficier, ça nécessite la remise d'un certificat d'IRVE visé. Donc il concerne ce certificat des installations collectives d'IRVE qui sont remis, le certificat est remis par l'installateur qui valide du coup une installation conforme au cahier des charges à devenir. Donc bien évidemment, il faut connaître les dispositions de ce cahier des charges. Et attaché à ça, il y a une exigence de contrôle systématique, c'est pas par sondage, hein, sur site, pour arriver au visa du certificat. Il y a eu un appel à manifestation, 3 organismes ont répondu, hein, il n'y a pas que Consuel. Il y a aussi DECRA et puis Bureau Veritas. Alors, quel est notre rôle dans ce dispositif? Le produit qu'on a nommé certificat à devenir est commercialisé en fait depuis septembre 2020.
Et son objectif, c'est d'assurer un niveau de qualité de service pour la recharge dans les copropriétés existantes, en se rapprochant autant que possible, le plus près possible, de celui qui est exigé par la réglementation dans les bâtiments neufs. On sait aussi, par exemple techniquement, qu'on ne peut pas réaliser dans de bonnes conditions une IRVE si l'installation de mise à la terre du bâtiment n'est pas satisfaisante. Il y a toutes les chances que ça ne fonctionne pas bien, que ça ne se passe pas bien au niveau sécurité. Donc c'est pas tout à fait, il n'y a pas de mise en sécurité dans ce domaine-là. Donc pour aboutir à ce certificat, il faut bien évidemment, ça c'est une condition sine qua non, satisfaire aux dispositions de sécurité électrique qui sont données à la base par la NFC 1500 et bien évidemment par le GIS 15722 par exemple. Et bien évidemment, il faut que l'installation fonctionne correctement et pour ça, il faut qu'elle réponde aux critères de performance qui ont été définis par Advenir. En qualité d'installateur électricien, vous avez donc à travers ça la possibilité d'accompagner des clients vers des dispositifs financiers avantageux, parce qu'on a vu quand même que l'aide elle n'est pas négligeable, elle est assez importante. Dans les grandes lignes, quelles sont les exigences techniques? Alors, voici quelques-unes. La liste n'est pas totalement exhaustive, mais c'est l'essentiel. L'IRVE doit être bien évidemment, pour faire l'objet de ce certificat, situé dans un parking qui est rattaché à une copropriété. Deuxièmement, l'installation doit au moins comporter une borne de 7 kg, de 7,4 kg ou 32 ampères. Comme on le disait tout à l'heure, c'est pas une prise en dessous de 3,5 kg. L'infrastructure doit permettre d'équiper au moins 20% des places de parking. On verra qu'en termes de dimensionnement, il faut en tenir compte. Et le système de pilotage de charge est obligatoire. Il n'est pas facultatif, il doit y en avoir un. Ensuite, toutes les places de parking doivent pouvoir être équipées, ce qui ne veut pas dire qu'on tire tous les câbles, attention. Ça veut dire qu'on doit pouvoir tirer les câbles. Ça, c'est ce qu'on appelle le pré-équipement. Ensuite, les départs terminaux sont nécessairement protégés, et ça c'est une obligation du cahier des charges, par des disjoncteurs qui comportent au moins le marquage NF. Ça veut dire que le marquage CE en lui n'est pas forcément suffisant. Et pour mémoire, je vous ai mis la petite formule qui donne la valeur à retenir pour la puissance à réserver à l'IRVE. C'est 20% des places de parking, donc on prend le nombre de places de parking et on le multiplie par 0,2. On considère 7,4 kg minimum par bande et on multiplie ça par un coefficient qui a été défini et qui est de 0,4. Donc pour résumer cette formule, si on multiplie le nombre total de places par 0,592, on arrive à une valeur de puissance IRVE à réserver. Les différentes architectures éligibles, il y en a 3. Donc la première, c'est le cas d'une installation de recharge qui serait alimentée depuis un point de livraison ou point de référence et de mesure, qui est le nouveau terme utilisé par le gestionnaire. C'est repris sur les parties communes d'un bâtiment collectif d'habitation. Donc le point de livraison existe et on installe une IRVE sur un point de livraison qui existe. Donc ça veut dire ça que la puissance de raccordement de ce point de livraison, elle devra comporter la puissance à réserver à l'IRVE, plus la puissance maximum qui est appelée par l'installation existante des services généraux des parties communes de l'immeuble. Alors attention, on y reviendra tout à l'heure, on le rappellera dans les grandes lignes, c'est que quand on fait ça, on ne doit pas diminuer le niveau de sécurité de l'installation existante. Ça veut dire qu'on devra se préoccuper de certains critères parce qu'il n'est pas impossible qu'en faisant ça, on change de palier de puissance et qu'on passe par exemple de puissance limitée à puissance surveillée. Donc on y reviendra tout à l'heure. Deuxième architecture, c'est le cas d'un point de livraison ou d'un point de référence et de mesure qui serait dédié à l'installation de recharge de véhicules électriques avec un TGBT classique et une distribution en étoile. Et dans ce cas-là, au niveau puissance, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. La puissance de raccordement doit au moins apporter la puissance IRVE à réserver et pas autre chose, puisque le point de livraison est réservé. Troisième architecture qu'on peut trouver,
c'est une IRVE qui serait alimentée toujours par un point de livraison qui lui est dédié, mais avec une distribution particulière en artère ou en câble de bus. Pas si rare que ça, parce que ça pourrait être une distribution, par exemple, dans un parking en horizontal. Ça ressemble, par exemple, à une colonne électrique, mais en fait, elle est en 1500. Et on a un point de livraison et on distribue un petit peu comme on distribuerait avec une colonne électrique. Donc là, c'est la même chose. La puissance de raccordement, elle doit être au moins égale à la puissance nécessaire à l'IRVE dans les conditions pour que ce soit éligible au certificat. Ensuite, il faut en matière de prééquipement, qui est d'ailleurs défini clairement dans le cahier des charges, il faut se préoccuper non seulement du dimensionnement des tableaux, puisque les tableaux utilisés ou créés, réutilisés puisque c'est de l'existant, ils doivent avoir au moins une réserve suffisante pour alimenter, pour mettre les modules, pour alimenter les fameux 20% des places de parking qui doivent être équipables. Donc, il faut une réserve en emplacement et bien évidemment la réserve en puissance disponible. On l'a vu tout à l'heure, surtout quand on est sur un point de livraison existant, il faut vraiment s'en préoccuper. Les canalisations, en architecture 1 et 2, les 3 architectures qu'on a vues, les cheminements doivent être préparés pour tout le parking. C'est pour ça que l'ensemble des places doivent pouvoir être équipées, ce qui ne veut pas dire qu'on les équipera toutes, puisqu'on devra être capable d'en équiper électriquement au moins 20%, mais du point de vue infrastructure, on devra être capable, si les lignes ne sont pas forcément tirées, de tirer toutes les lignes pour équiper n'importe quelle place selon les demandes qu'il y aura. Par contre, en architecture 3, on doit évidemment, si on est sous forme de bus, distribuer les bus d'avance de façon à ce qu'ils puissent alimenter toutes les places de parking. Maintenant, quelques points de vigilance pour ces installations. C'est des rappels parce que certains d'entre vous connaissent. Si vous avez l'habitude de poser des bornes, il faut simplement se rappeler, par exemple, que chaque point de charge doit être protégé individuellement par un différentiel de haute sensibilité non supérieur à 30 mA. Ça, c'est donné par le guide TE et c'est précisé, je crois aussi, dans le décret, dans le texte réglementaire. Le point de charge en monophasé, c'est au moins un différentiel de type A, puisqu'on a affaire aussi à des courants continus, comme Didier l'a évoqué tout à l'heure. Donc il faut s'en prémunir et on peut avoir des composantes continues, donc type A en monophasé et type B en triphasé, pas un type A en triphasé. Donc le différentiel haute sensibilité peut très bien être mis en œuvre soit à l'origine de la canalisation, donc dans le tableau, dans le TGBT ou dans le tableau divisionnaire si c'en est un, mais il peut très bien aussi se trouver au niveau du point de charge, c'est pas du tout interdit. Il y a même certaines bornes qui l'intègrent. C'est tout à fait acceptable dans la mesure où ce différentiel répond à la norme concernée et que c'est pas un différentiel électronique ou une carte électronique.